Bonjour les amis, merci de nous rejoindre. On se sert juste un verre de lait et on discute tout à l'heure. On est lundi, c'est un début de semaine, mais c'est également un début de mois, pas n'importe quel mois, puisque nous sommes en mars. Et le mois de mars, vous le savez, hein, chaque mois a à peu près un thème autour duquel on discute, on échange. En janvier, on est toujours dans le début de l'année et en général, ce qui revient, c'est la janviose. En février, à la Saint-Valentin, le 14, donc en général, tout le mois, on parle amour. Et en mars, il y a le 8 mars, donc il va de soi que l'on s'intéresse un peu à la femme et à tout ce qui s'est passé depuis la nuit des temps et ce qui viendra, pourquoi pas, dans l'avenir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes le premier lundi du mois de mars. Vous le savez, en principe, je dis bien en principe, un lundi sur deux, ici, il n'y a que des femmes dans le loft. Mais pour le mois de mars, je pense qu'on va envahir tous les lundis pour essayer d'échanger sur plein de thèmes et de sujets qui intéressent et concernent la femme. Donc aujourd'hui, pour ce premier numéro, je vais vous présenter les femmes qui constituent le loft de ce jour. Et naturellement, dans un premier temps, on va installer Philly qui nous rejoint. Allez, viens ma chérie. Ça fait quand même un petit bout de temps, je me lève pour te dire bonjour. Comment tu vas? Bien, toi? Énormément manqué, t'as pas idée. T'as pas idée de combien tu nous as manqué? Alors, je me mets où? Juste là. Voilà. Tu es à la bonne place. De belles femmes. Et je fais les présentations. Donc, attends, je vais voir. Il ne faut pas que je mélange la gauche et la droite puisque je parle de toi. Donc, à ta gauche, tu as Zalissa Ouedraogo qui est juriste. Et à ta droite, c'est ça, hein? Rose Sabine qui est artiste, chanteuse. Elle est productrice de télé, elle est également à la tête d'une association qui vient en aide aux enfants drépanocytaires. C'est une femme multitâche comme ça, elle est chantre également, donc de temps en temps elle partage la parole de Dieu pour nous amener sur le droit chemin. Je suis bien entourée, c'est bien. Absolument. Et bien, et moi à ma droite, tu as Edwige Kaboré qui est également juriste. Donc à tout le monde, je souhaite la bienvenue. Bienvenue Zalissa, comment ça va? Micro. Merci Stéphanie, je vais bien. Ça va bien. Ce mois de mars s'annonce bien pour toi? Ça commence bien, il y a quoi au programme? Oui, le mois de mars s'annonce très bien parce que, bon, je dirais au début, c'est un mois comme les autres. On a le planning habituel, mais bon, je pense que dans quelques jours, on aura une journée spéciale pour les femmes, voilà, pendant laquelle je pense qu'on a prévu un programme qu'on va essayer. D'accord, ok. Eh bien, Rose. Oui. En mars, est-ce que c'est chaud bouillant dans l'univers de la musique chez toi? Ben oui, parce que le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et puis, la femme est très importante dans la religion, à l'Église. Voilà, parce que la femme est l'aide de l'homme. C'est comme ça qu'à l'Église, on perçoit la femme d'abord. Donc, pratiquement toutes les confessions, toutes les paroisses, dans tous les cultes, voilà, on célèbre la femme, on dit merci aux mamans et tout. Puis le mois de mars, pour moi, c'est un mois avant, bien sûr, la Pâque. Donc, je prépare, voilà, l'événement comme chaque année. Donc, le mois de mars, c'est chaud. C'est sûr qu'on est en plein dans l'organisation. Alors, Edwige. Merci. Le mois de mars, c'est surtout le mois de la réflexion sur la condition de la femme dans le monde, mais plus particulièrement pour notre pays. Ouais. D'accord. Donc, j'ai dit tantôt dans les présentations que vous êtes toutes les deux juristes, mais pour plus de présentations, où est-ce que vous exercez au quotidien, où est-ce qu'on vous trouve, je laisse à chacune de soin de mieux se présenter à tous ceux qui nous regardent. Donc, on commence avec Zalissa. Ok, moi c'est Zalissa Ouedraogo, je suis juriste spécialisée en droit des affaires. Voilà, j'ai suivi une formation, une maîtrise en droit des affaires et un master en droit des affaires internationales. Et je travaille dans un cabinet d'avocats en tant que juriste de cabinet. Ok. Alors, et toi, Edwige? Je suis juriste d'affaires et fiscaliste aussi. D'accord. Spécialisée aussi en droit social. Et comment dire, je suis présentement enseignante. D'accord. Eh bien, voilà. Et vous, mesdames? Ce que je suis? Oui, ça, on le sait. Tout le monde le sait, mais ce que tu es, elles ne le savent pas. Ok, très bien. Donc, je suis Diallo Kadiatou. Voilà, je suis co-gérante d'un cabinet de formation dans le management leadership. Et axé sur les cadres, hein, c'est les cadres souvent qu'on forme, mais aussi nous avons aussi, comme on parle du mois de la femme, nous avons des congrès que l'on organise chaque année, au minimum 2, le congrès des femmes dirigeantes.
Donc, D'accord. c'est vraiment axé sur la femme, le leadership de la femme. C'est des termes qui viennent très souvent, mais Absolument. voilà, on est là-dedans. Et puis, bon, on essaie de mettre notre pierre aussi à La l'édifice. construction de l'édifice. Exactement. Voilà. Alors aujourd'hui, on a choisi pour démarrer ce mois de mars de parler un peu des droits de la femme dans l'histoire. Parce que quand on parle droits de la femme, à tort ou à raison, on dit en général qu'il y a beaucoup qui n'ont rien compris, beaucoup de femmes qui n'ont rien compris. Parce qu'effectivement, oui, il y a pas mal de choses qu'on ignore souvent parce qu'on ne lit pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément cherché, ou parce que peut-être qu'on est né dans de meilleures circonstances et on ne se rend pas compte que c'est des choses qui ne sont pas arrivées comme ça, par un claquement de doigts, qu'il a fallu dans le passé, derrière, que les femmes se lèvent, qu'elles disent stop, qu'elles considèrent que ça ne marchera pas comme ça parce qu'il n'y a pas de raison que ça continue comme ça. Et elles ont tenu à faire changer les choses, elles ont lutté. Parfois, il y en a qui ont été tués, il y en a qui ont été mis en prison. Et aujourd'hui, nous, on est des femmes, on est à la télé, on parle, ça semble normal pour tout le monde, mais quelques années en arrière, je vous garantis, mesdames, mesdemoiselles, que ça, c'était juste inimaginable. Pour preuve, j'en parlais tantôt, juste en début d'émission avec Rose Sabine, j'ai dit, est-ce que tu sais que jusqu'en 1929, si je ne me trompe pas, en Grande-Bretagne, la femme n'avait pas le statut de personne. Voilà. Donc, 1929, c'est pas très loin. Et le droit de vote, il est récent. Jusqu'à dans les années 71, dans certains pays européens, les femmes n'avaient toujours pas le droit de voter. Aujourd'hui, tout le monde vote et c'est normal. Les filles ne partaient pas forcément à l'école. Ensuite, quand elles partaient à l'école, elles avaient un cursus à part qui n'a rien à voir avec ce que les garçons apprennent. Et ensuite, jusqu'au bac, tranquille, tu reviens à la maison. Ensuite, quand elles ont eu le droit de travailler, et là encore, c'est parce que les hommes n'étaient pas dispo, parce qu'ils étaient à la guerre, il faut de la main-d'œuvre, ils ne sont pas bien payés, elles n'ont aucun droit en tant que travailleurs et tout ça. Donc en fait, j'énumère ça de façon globale, comme ça, juste pour situer le contexte, pour dire que oui, de par le passé, il y a des choses qui ne coulaient pas de source comme aujourd'hui. Donc si on nous dit aujourd'hui, quand nous, femmes, on célèbre le 8 mars, qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont rien compris, peut-être que c'est à raison, peut-être que c'est à tort, mais aujourd'hui, nous, on a envie de revenir sur ça pour peut-être mettre tout le monde au même niveau d'information. Et quand je fais les recherches, ce qui revient le plus souvent, c'est un peu le droit de vote, alors qu'aujourd'hui, on est à un autre niveau de débat. Parce qu'aujourd'hui, on parle plus des femmes dans les instances dirigeantes, le quota genre pour qu'il y ait plus de femmes aux élections et tout ça. Alors que avant d'en arriver là, moi j'ai bien envie qu'on revienne un peu sur cette histoire du droit de vote. Comment ça se passait de par le passé, pourquoi ils ont pensé qu'il faut qu'elles aussi aient le droit de voter et comment ils ont réussi à arracher ce droit de vote-là. Et comme on a des juristes ici, on va leur laisser le soin de nous faire la lumière, mais je vais quand même vous demander à toutes les deux, qui n'êtes pas juristes comme moi, si vous avez à peu près une idée sur le pourquoi et le comment du droit de vote pour les femmes, de la lutte pour le droit de vote pour les femmes. Alors, tout à l'heure, tu as dit que tu vas laisser la parole aux juristes. Je pense qu'elles ont plus d'informations. Mais moi, ce que je pense, je me dis qu'aujourd'hui, pratiquement dans le monde entier, les femmes sont plus nombreuses. Donc, ils n'ont pas le choix. Si nous, on ne vote pas, les pourcentages seront lésés. Voilà, donc mieux vaut nous laisser voter. Je pense que ça doit être ça, parce que en général, les hommes et les politiciens ils font ce qui les arrange. Donc, le genre féminin, c'est le genre le plus grand dans le monde entier. Voilà, donc ils n'ont pas le choix. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on nous a laissé. Sinon, s'il y avait une autre opportunité, on n'allait pas nous laisser voter. Philippe, tu as une idée, un point de vue sur la question? Bon, mon point de vue, c'est un point de vue... je ne m'y connais pas vraiment, mais je sais quand même qu'il fut une époque en Europe. J'ai vu quelques manifestations, notamment de Simone de Beauvoir, si je ne me trompe, qui a beaucoup lutté pour donner le droit aux femmes au vote et à beaucoup d'autres choses, hein, même l'avortement, je crois. Il y avait beaucoup de choses. Donc, je suis pas vraiment, je m'y connais pas vraiment, mais je sais quand même que il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Absolument. Donc, j'attends les juristes pour nous éclairer, comprendre mieux. Il y a eu beaucoup de débats, il y a surtout un grand combat. Vous avez dit ça? On est tout de suite.
Qu'est-ce que toi, tu peux nous apprendre sur cette question du droit de vote pour les femmes? Ok, déjà, comme elles ont eu à le dire, comme vous savez, si on reprend l'historique de la société, qui a longtemps été dominée par les hommes, je pense qu'ils continuent un peu quand même, et on remarque que les femmes ont dû se battre pour arracher les droits, différents droits au fur et à mesure. Quand on parle du droit de vote, ce droit est né parce que la femme a pris conscience qu'elle participe. Elle est un élément essentiel de la société. Et du coup, quand tu sais que tu es un élément essentiel de la société et tu te retrouves à certains instants importants de l'évolution de cette société où tu n'as pas ta voix à donner. Elle a eu à parler tout à l'heure de Simone de Beauvoir. Quand on parle de Simone de Beauvoir, qui est une écrivaine française très connue, qui s'est beaucoup battue pour le droit des femmes. Quand Simone de Beauvoir, dans un de ses romans, explique, elle dit au début, la femme et l'homme étaient sur le même pied d'égalité. Ils allaient au champ ensemble, ils faisaient tout ensemble. Et avec le temps, la femme a même été placée à un statut, entre guillemets, de Dieu. Quand on s'est rendu compte que c'est celle-là qui pouvait concevoir. Parce qu'on n'expliquait pas comment se faisait la maternité. C'était vraiment vu comme quelque chose. Ils n'expliquaient pas. Et la femme arrivait à donner vie. Et on a placé cette dernière comme une déesse. Mais une fois que la femme a mis au monde, ils ont vu en même temps que ce qui l'a fait rendre déesse est ce qui l'a affaibli aussi. Parce que son côté maternel prend le devant. Ce qu'elle faisait avec l'homme, elle ne pouvait plus le faire. Parce qu'elle était plus à rester à la maison, elle était plus à celle qui s'occupait de l'enfant et tout. Et du coup, du sexe fort, on l'a ramené au sexe faible. Et l'homme, lui, il a continué à s'occuper, voilà, tranquille, sa vie et tout. Et du coup, la femme, dans un premier moment, se contentait de cette vie-là. Mais avec le temps, en voyant son implication dans la société, tout ce qu'elle pouvait faire, et se retrouver à un certain moment où elle se retrouve privée de droits. Quand on prend le droit de vote, la société, tout être humain participe à l'évolution d'une société. Elle a sa voix à donner. Vous avez eu à parler de la période, par exemple, les guerres, qui ont été un moment, un tournant décisif dans la vie, parce que les hommes partent à la guerre. Mais finalement, les femmes restent. Mais il faut bien que la société fonctionne. Il faut bien que les institutions fonctionnent. Les femmes ne vont pas se croiser les mains et attendre le retour des hommes. Et ces tournures-là ont été des grandes prises de conscience pour les femmes. Mais c'est vrai qu'on nous a relégués à un État en nous disant que nous sommes le sexe faible, c'est l'homme qui part, qui nous ramène à manger et tout. Mais ils sont partis en guerre et la société fonctionne et tout. Tout ça a mené, voilà, cette prise de conscience-là. Et bien sûr, quand il y a une lutte, c'est des femmes, forcément, que la lutte, il faut y croire. Il faut que certaines personnes arrivent à certains moments. Parce que quand on veut lutter, il faut déjà croire à la chose. Et quand on lutte, il faut être prête à tout. Parce que tout peut arriver. Quand on prend dans l'historique, il y en a même qui ont perdu leur vie, que ce soit du côté masculin et encore des femmes, parce qu'elles ont cru. Mais il faut toujours qu'il y ait des gens qui fassent des sacrifices pour permettre aux autres de pouvoir en bénéficier. Donc, on peut dire que le droit de vote, voilà, est venu de ces différentes histoires-là, où la femme vraiment a pris conscience de l'importance, de son importance. Et quand on prend la Première Guerre, en 1917, on parle à partir de 1920, quand on parle du 8 mars, où il y a eu la révolution des femmes soviétiques, des femmes socialistes, qui sont sorties, qui sont marchées, qui ont demandé à ce qu'elles aient un meilleur niveau de vie. Voilà. Et toutes ces luttes-là ont contribué à ce que la femme arrive à s'imposer, à qu'elle fasse reconnaître ce droit-là qu'elle a de participer à cette vie de la société. Mais Edwige, est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que les femmes ont conscience de la valeur de ce droit de vote-là? Je pense que nous avons eu en héritage ce droit de vote-là. Oui, on en a hérité, c'est vrai. Ce qui fait qu'on ne mesure pas forcément la portée actuellement. Parce que nous ne sommes pas battus nous-mêmes pour l'avoir. Ce ne sont pas nos mamans directement qui se sont battues. C'était peut-être à l'époque de nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Donc, on ne perçoit pas en Occident. Exactement. On ne perçoit pas forcément ce droit-là comme aussi important qu'il est réellement. Mais il faut continuer la lutte parce que ça ne s'arrête pas là. Avoir le droit de vote, c'est bien, mais encore faut-il réellement percevoir. Il ne faut pas seulement voter parce que c'est un mouvement d'ensemble ou parce que, un tel a fait certains cadeaux, certaines promesses. Non, en fait, il faut réellement percevoir son besoin et percevoir la personne qui peut vraiment mettre en œuvre les voies et moyens pour concrétiser
tes solutions pour toi. Parce Donc, que quand on parle droit de vote comme ça, on a l'impression qu'il s'agit juste de prendre sa carte d'électeur, d'aller choisir. Exact. Mais le droit de vote, c'est une arme puissante. Exact. Mais est-ce que les femmes ici se rendent compte de la puissance qu'elles ont entre les mains de pouvoir décider de qui préside à leur destinée? Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, quand même, il y a un bon nombre de femmes qui ont pris conscience de cela. Déjà, quand on entend la juriste parler, on sent qu'elle sait très bien où il faut aller en tant que femme et tout. Oui. Mais à part elle, il y a beaucoup de femmes qui ont compris. Il y a beaucoup de femmes qui ont compris. Il y a des femmes très intelligentes aujourd'hui, qu'elles aient eu une éducation scolaire ou pas, qui sont au devant de beaucoup d'associations et qui militent. Aujourd'hui, il y a des femmes, lorsqu'elles te parlent de la situation politique ou économique du pays, mais tu es dépassée parce qu'elles sont plus informées même que certains hommes. Donc, peut-être que le taux n'est pas très élevé, mais je pense que les femmes ont pris conscience parce qu'aujourd'hui, les femmes savent ce qui est bien pour les enfants. Ce qui est bien même pour les hommes, souvent même ils ne savent pas ce qui est bien pour eux. Mais les femmes savent ce qui est bien pour eux et ce qui est bien pour elles en tant que femmes. Donc aujourd'hui, les femmes ont plus tendance à choisir un leader qui va militer pour nos droits. Aujourd'hui, il y a des couples où la femme n'est pas dans le même parti politique que son mari. Il y a des couples comme ça, même au Burkina Faso, ici, il y en a. Ah, mais est-ce que ça passe facilement? Mais ça? bon, ça c'est une C'est un autre hauteur sujet, d'esprit. voilà. Mais c'est pour Oui. dire que les femmes ont compris et qu'elles vont dans le sens qui les arrange aujourd'hui. Peut-être que le taux n'est pas élevé, mais certaines femmes ont compris vraiment. Mais en fait, ça fait bien qu'elle parle du fait qu'il y a des couples où la femme est dans un parti différent que l'homme. Et elle me disait en coulisses, il y a des pays où, en fait, même le droit de vote de la femme est là, mais c'est le mari qui vote au nom de la femme. Ça veut dire que la femme en question en elle-même n'arrive pas à assumer, selon moi, parce que quand on dit la femme, quand on dit droit de la femme, quand on dit droit de vote, c'est pas que des mots, ça englobe beaucoup de choses. C'est ça. Donc du moment que toi-même tu es dans un couple et que tu acceptes être dans telle partie et ton mari est dans l'autre partie, il faut aller jusqu'au bout. C'est ça être la femme aussi. C'est-à-dire, à partir du moment où tu te lèves, tu te dis, bon, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé, j'ai appris. Et puis, il faut aussi tenir compte du fait que les réseaux sociaux, la communication, la télé, tout ça, là, nous aide énormément à mieux comprendre. À l'époque, nos mamans n'avaient pas ça. Exact, c'est ça. Nos mamans n'avaient pas ça. Et aujourd'hui, on a la télévision, on a les bouquins, on a l'école, on a les réseaux sociaux et ça aide. Ça aide à mieux comprendre les choses. Souvent, même quand tu n'as pas fait l'école, rien qu'en regardant une émission, tu sais qui est leader dans le film, qui fait quoi, et ainsi de suite. Si. Voilà, donc quand une femme décide d'être femme, il faut être femme jusqu'au bout. Non, mais là, en fait, c'est pas parce qu'elles ont choisi. Parce qu'officiellement, elles ont le droit de voter. Mais en réalité, elles n'ont même pas le droit ni de militer, ni de choisir, ni rien. C'est toujours leur mari qui décide. Oui, c'est ce que je dis, en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en tant que femme, il faut se réveiller, quoi. Bah, tu vas pas laisser ton mari décider à ta place. Surtout quand il s'agit d'un sujet aussi sensible que la politique. Moi, j'ai vu des couples se tuer pour ça. Ouais, malheureusement. Mais Et les ça, c'est pesanteur vrai- sociales dans certains pays sont très fortes. Exactement. Excessivement fortes. C'est ça, j'ai vu des couples s'arracher, mais parce qu'il y a un qui est démocrate, l'autre qui est républicain. J'ai vu ça. Des gens qui ne s'entendent pas du tout. Mais après, à un moment donné, il faut assumer les décisions qu'on prend. Même, non, ne serait-ce qu'en tant qu'être humain. Quand tu prends des décisions, ou bien quand tu es femme, voter, c'est voter. Ça ne fait pas partie du mariage. Yo. Non, mais on a cette possibilité-là. Elle, ce qu'elle dit, C'est pas toujours dans les cas. c'est ça. En fait, C'est là ça où marche on pas t'écoute pareil même. partout. C'est là où on t'écoute. Parce que Là où tu as le droit même de parler. c'est ça. Parce que ce que les hommes souvent mettent en avant, ou bien les institutions, c'est la soumission. Dès que tu branches un peu, là, ça c'est une femme insoumise. Exact. Et une femme insoumise, surtout en Afrique, mais tu es considérée comme dépourvue même de l'essence de la féminité. C'est ça. Parce que pour l'Africain, la femme, c'est égal soumission. ça. Et ils ont tendance à dire que la femme, ça épouse l'amour de l'homme et l'homme épouse la soumission de la femme. Donc si toi, tu as riposté un peu là, c'est pas la peine. Et il y a des pays où si tu es répudié, que tu n'es pas marié, mais tu ne peux même pas sortir de Enfin, la maison. tu ne vaux pas un être humain. Voilà, à la si, limite. si à un certain âge, tu n'es pas marié. Aujourd'hui, au Burkina, ici, il y a des femmes qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants. Oh, on ne t'embête pas. Tu vas qu'à tes occupations, mais il y a des pays où les femmes ne peuvent pas sortir. Si à un certain âge, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfants, on va dire que c'est parce qu'elle a un problème. Donc, ces femmes-là ont peur de parler Elle a pour ne une pas qu'on les malédiction, chasse c'est ça. du foyer et tout. Donc, moi, je pense que c'est ça. Hein. Mais est-ce que partout sur la planète, les femmes ont le droit de voter?
Est-ce que c'est partout acquis? Est-ce qu'il n'y a pas des pays où c'est toujours interdit? Ou toujours en processus de... À moins que je me trompe, je pense quand même que le droit de vote est un droit reconnu dans la majorité des pays. Et pour resituer un peu le contexte, quand on a eu à parler des maris qui avaient le droit de vote pour leurs femmes, aujourd'hui c'est effectif. Mais c'est au bout d'une lutte que les femmes ont obtenu. Et en même temps, pour répondre à sa question, vous savez, les sociétés, souvent aujourd'hui, comme on a dit, nous avons hérité de beaucoup et qui nous permettent aujourd'hui, comme aujourd'hui, nous sommes rien que des femmes assises qui pouvons donner de la voix et tout. Mais toute chose, il faut remonter dans l'histoire aussi pour comprendre ce que certaines femmes vivent. Quand tu es dans une société où tu es né, où elle a toujours été dominée par les hommes, où la place de la femme a été définie et tu as grandi dans cet état d'esprit, il faut vraiment arriver à avoir une certaine force pour pouvoir dépasser cela. Et en général, vous êtes seul au début et vous êtes vu comme un paria de la société. Et souvent, c'est les autres femmes qui vous condamnent en premier. Exactement. Exactement. Voilà. Même quand nous parlons aujourd'hui au Burkina, on prend l'exemple de notre propre pays, pourquoi la situation de la femme est toujours précaire? Parce que les lois existent bien. Mais je vais vous dire, par exemple, ici, il y a une chose qu'il faut remarquer. Nous n'avons pas la culture juridique. La culture juridique, voilà, parce que quand il y a un problème, il y a le poids de la famille qui est là. Il y a le poids de la société qui te dit toujours, il faut laisser tomber, il ne faut pas aller loin avec cette histoire. Vous voyez, il faut gérer à l'amiable. Voilà. Mais sinon, les lois existent. Quand on écrit les lois, c'est pour les appliquer. Mais si tu as un problème et que tu ne pars pas porter plainte, comment quelqu'un peut résoudre ton problème? Il y a cette situation-là aussi qu'il faut prendre en compte. On peut connaître nos droits. Même nous, souvent, nous sommes des juristes, nous sommes dans le milieu. Mais vous savez, il y a une très grande différence entre la théorie et la pratique. Une personne peut venir t'exposer son cas, tu vas lui expliquer, voilà, du point de vue de la loi, tu as raison, voilà les différentes procédures par laquelle tu peux passer, voilà, pour entrer dans tes droits et tout. Au début, la personne vient, elle est motivée. En temps, elle revient, elle va te dire, bon, moi, j'ai été parlé un tel, on m'a dit finalement. Vous voyez. Ce qu'il ne faut jamais faire. Voilà. Et du coup, vous voyez, et moi, j'ai toujours dit, il y a des femmes qui font l'exception. Même le caractère, il y a ce qu'on a naturellement comme don. Mais il y a ce que aussi on a du fait de son histoire, de son éducation. Une femme qui a vécu avec une famille où elle a eu la chance de pouvoir s'exprimer, d'avoir accès à des canaux, de rencontrer les gens, ne peut pas avoir la mentalité que cette femme-là qui a vécu dans une famille où c'est des hommes qui ont décidé de toute sa vie. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vouloir qu'elle se lève et soit une femme, voilà, qui puisse discuter et de décider alors qu'on a toujours pris des décisions pour elle. Elle était formatée dans un moule. Voilà, c'est ça. Donc, il faut faut tenir compte de tout ça. Et tout ça passe par quoi? Par l'éducation, parce que voilà, par la formation. Écouter ces femmes-là. Déjà, écouter ce qu'elles vivent. Et c'est un métier vraiment qui demande de la patience, de la compréhension. Apprendre que façon, moi, par exemple, je suis une femme forte qui connaît mes droits. Toutes les femmes ne connaissent pas leurs droits. Même qu'elles connaissent, elles ne peuvent pas l'appliquer. Parce qu'elles sont liées par le poids de la société, par le poids culturel, par le poids de la mentalité. Et entre guillemets, nous sommes des femmes juristes, mais en général, quand on se présente, on a une étiquette. Ah, tu es une femme juriste. Des femmes juristes. Ah oui, on dit, ah, celles qui connaissent leurs droits. Ils savent tout, là. Ce sont les femmes rebelles. Les femmes, je connais mes droits, comme Voilà. on le dit entre Donc, vous êtes juristes. déjà étiqueté. Oui. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le problème de la mentalité. Mais c'est un travail qui va se faire petit à petit, avec l'accompagnement de tous. Et on va y arriver. Mais surtout, ne pas laisser tomber le combat. Mais pour arriver maintenant dans l'univers des affaires, donc dans le monde du travail, déjà, les femmes, c'était déjà, tu l'as dit, hein, c'est la mère à la maison qui s'occupe du foyer et tout ça. Donc, à un moment donné, elles ont dû se battre pour que le travail domestique soit reconnu. Ensuite, il y a celles qui ont décidé de travailler. Il y a eu encore la guerre où elles étaient obligées. Ce n'est pas forcément un choix, il faut que ça fonctionne, il faut travailler. Et là encore, elles occupent les postes vacants que les hommes ont laissés. Mais elles ne sont certainement pas traitées de la même manière.
parce que déjà, quelque chose qui peut faire sourire, il n'y a pas de toilette pour femmes dans les usines et les fabriques, parce que de toutes les façons, la femme n'avait rien à faire là. Donc, il n'y a pas de toilette prévue pour les femmes. Ensuite, on a un salaire minimal qui est fixé et elle touche moins que ça. Avec les hommes, c'est pas pareil. Il n'y a pas de congé de maternité. Si tu es enceinte, tu démissionnes, tranquille. Et tout a été fait de sorte que les femmes se sont réveillées depuis les années 29. Oui, depuis, voilà. Voilà, donc elles ont marché, elles ont revendiqué leurs droits et tout ça. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation de la femme en milieu d'affaires au Burkina? Dans le milieu des affaires. Au Burkina. Ok. Quand vous prenez aujourd'hui le milieu des affaires, comme on a eu à dire, Madame Kabouga a eu à le dire, nous, particulièrement au Burkina Faso et quelques pays en Afrique, nous avons eu un héritage. Nous avons hérité de certains droits qui, certains ont pris conscience et d'autres non. Et du coup, ceci était, par exemple, nous avons eu le droit d'aller à l'école. Avant nous, nos mères, alors que c'est des droits qui n'existaient même pas. Quand on parle rien que 1960, c'est très récent, où la femme n'avait même pas le droit d'aller à l'université. Mais nous avons eu cette chance-là. Donc, du coup, la société évolue. C'est ce qui est magnifique. Et les mentalités changent. Aujourd'hui, quand on prend même les moyens de communication, aujourd'hui, qui sont plus diversifiés. Aujourd'hui, nous parlons des NTIC, où nous avons l'information plus facilement, où nous apprenons les choses encore plus facilement. Du coup, cela fait que nous avons beaucoup de femmes qui ont pris conscience. Et dans beaucoup de domaines, vous retrouvez les femmes. Si je me trompe, vous parlez par exemple des milieux des affaires, mais par exemple, je pense qu'il y a une association qui se dénomme les femmes d'affaires, qui sont des femmes assez percutantes. Nous pouvons parler aussi des femmes juristes aujourd'hui, qui sont une référence en matière de droits des femmes, qui assistent vraiment beaucoup de femmes. Donc, pour dire, voilà, et nous avons aujourd'hui des femmes aujourd'hui qui sont des images que d'autres femmes regardent parce qu'elles se sont battues, elles ont acquis des positions sociales qui permettent aux femmes de savoir qu'elles peuvent y arriver. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes des exemples. Nous sommes même des femmes qui arrivons aujourd'hui, voilà, à prendre la parole. Par exemple, moi, je peux dire que j'ai une historique, par exemple, du milieu des organisations non gouvernementales. J'étais présidente d'association à 2 reprises, voilà. Mais c'était des situations, on se disait, mais voilà, est-ce qu'une femme pouvait diriger un mouvement? Je me rappelle qu'une fois, j'étais en pleine conférence, il y a un monsieur qui est venu, ils m'ont salué après, ils ont dit, ça fait plaisir, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui peuvent se défendre d'elles-mêmes. Elles n'ont plus besoin que quelqu'un vienne à leur secours. Donc aujourd'hui, le paysage, voilà, que ce soit dans le milieu des affaires, dans tous les milieux, les femmes sont assez représentatives et elles arrivent à donner de leur voix. Et ça fait plaisir. Et le combat continue. Parce que là, nous espérons il faut arriver. continuer à se battre. Oui. Il y a une question qui revient souvent, c'est notamment la question du salaire. Où on dit que, c'est vrai qu'on lutte pour que à travail égal, salaire égal, peu importe le genre. Mais est-ce que ça, et j'entends qu'il y a des pays en Europe où c'est toujours pas le cas, où les femmes touchent nettement moins avec un même diplôme, le même statut, elles touchent moins que les hommes. Aujourd'hui, au Burkina, est-ce que c'est le cas aussi, où avec au même poste, les femmes elles touchent la même chose que les hommes qui ont le même titre? En fait, le salaire, c'est une vraie lutte, en fait, surtout pour une femme. Parce qu'on considère déjà que, bon, et même si tu as la même qualification qu'un homme, non, en fait, tu as toujours moins que lui. Parce que, voilà, tu peux tomber enceinte, par exemple, tu peux te marier. En fait, tu es toujours sujette à partir un mois ou un autre et à laisser vacant ton poste. Donc, par conséquent, ton salaire est systématiquement moins qu'un homme, en général. C'est rare que pour un même poste, tu puisses avoir le même salaire qu'un homme. C'est rare. C'est rare. C'est une lutte permanente et c'est une lutte qu'on va continuer à mener. Ah ben j'espère bien. J'espère. On va continuer à mener. Oui, ils se disent que d'abord, c'est pas toi qui construis, c'est pas toi qui payes la maison, tu t'occupes pas des enfants, alors que c'est faux. Aujourd'hui, on partage les charges à la maison, on partage l'argent pour acheter les terrains, pour bâtir et tout ça. Mais malgré ça, effectivement, comme elle a dit, on se dit que c'est là, elle va accoucher bientôt. Même quand tu arrives, on te dit, est-ce que tu comptes faire un enfant? Ça, c'est la première question même d'abord. Tu dis, ça m'est arrivé.
On m'a posé cette question-là en 2016. Tu comptes faire l'enfant à quel On m'a moment? dit, tu as 2 ans pour ne pas tomber enceinte. Voilà, c'est J'ai dit, clair. bah, sans blague. Oui. Et ils ont le droit, c'est normal qu'on dise à une femme qu'elle doit. Pas du tout, pas du tout. Ils n'ont Mais pas moi, le droit. Quand je suis arrivée, on m'a dit non, clairement, non. J'ai besoin de ta capacité de travail entièrement pendant au minimum 2 ans. Donc, Je veux pas d'enfant. comment dire, mon conseil n'est pas marié, Dieu merci. Ne fais pas Ah, d'enfant. Dieu merci. Mais, mais j'ai assisté à une histoire où il y a une dame qui a postulé pour un poste et elle devait être chef d'entreprise pour des experts comptables et tout. Et on lui a dit, est-ce que vous êtes enceinte? Elle venait de se marier. Elle a dit non. Parce que pour elle, elle n'était pas enceinte et tout. Donc 3 mois après, il y avait le contrôle médical de toute l'entreprise. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Après le contrôle, on voit qu'elle est enceinte. Donc, elle aussi, elle apprend comme tout le monde Qu'elle est enceinte. qu'elle est enceinte parce que, bon, elle dit qu'elle avait des retards des fois, donc elle n'avait pas considéré ce retard. ça, ouais. Et elle est renvoyée parce qu'elle a signé un contrat dans lequel elle a dit qu'elle ne va pas tomber Sur enceinte. la base qu'elle n'était pas Elle enceinte et n'était qu'elle ne pas tombera enceinte. pas enceinte. Ouais. Mais ça a été comment dire ça, un procès qui a duré 3 ans. Et finalement, Et elle a gagné le procès après. ah ben, j'espère bien. Parce qu'ils ont fait plusieurs fois appel. Donc, c'est vraiment Mais il y a beaucoup de compliqué. situations comme ça quand même. Hein. Oui, malheureusement, c'est une réalité qui tait son nom, parce que déjà, il faut avoir... ces réalités-là existent, mais on n'en parle pas. Parce que quand vous voyez une fois, qu'est-ce qui affranchit l'homme dans la société? C'est le travail. Et du coup, quand tu as ton travail, tu as tellement peur de le perdre que du coup, tu n'as même pas le courage, dans certaines situations, d'oser hausser de la voix. Il faut vraiment un courage. Parce que là où on te parle, étant dans une société déjà, comme je dis, qui n'a pas la culture juridique, où on a le poids de la société, on te dira toujours... Dieu fera ton combat. Vous savez, c'est ça malheureusement cette réalité. On te dira, voilà, prends ton mal à patience, Dieu te récompensera. Et vous voyez, c'est quand même difficile souvent d'avancer avec cette situation. Mais comme elle parle, elle a eu à parler, c'est normal que cette femme ait gain de cause. Pourquoi? Parce que dans le milieu juridique, il faut reconnaître, les lois ont été édictées. La femme, avec l'avancée du droit, on a reconnu à la femme ce statut-là de travailler, mais elle a droit à avoir des enfants. Parce que qui va reproduire cette société que vous avez faite? Mais c'est les femmes. Et si ces femmes-là, elles ne mettent pas les enfants au monde, eh bien, comment vous allez faire? C'est des choses qu'on a tendance à oublier, mais qui est important. Et il y a même si vous faites signer un contrat, souvent il y a des contrats qui vont en contresens de la loi. La loi ne permet pas certaines choses. Même si un contrat ne tient de loi, quand ceux qui les ont formés, un contrat doit être aligné sur les lois qui existent. Et quand, dans un contrat, une clause va en contresens du droit positif, c'est normal que cette clause pose problème. Faut-il déjà savoir que cette clause, elle n'est pas censée être là? Oui. C'est ça, on revient justement à l'absence de culture juridique, Voilà. qui fait qu'on signe sans forcément savoir. Et là, je reviens par exemple vous dire, quand vous prenez par exemple des métiers comme le nôtre qui sont des juristes et tout, ou qu'on parle encore des juristes, l'avocat même qui est un juriste, qui a le pouvoir de représentation, les gens n'ont pas recours souvent aux juristes, rien qu'un simple conseil. Même avant de signer un contrat, c'est toujours mieux de voir un technicien du droit qui peut vous donner votre avis, parce que toutes les clauses ne sont pas forcément acceptables dans un contrat. Parce que même si le contrat te permet de formater, d'inclure les clauses que tu veux, ça doit rester conforme à la loi. Mais si tu vois un juriste, parce que le citoyen lambda n'a pas toujours connaissance de toutes les lois qui sont édictées, Ouais, c'est sûr. mais c'est à ça que sert un technicien du droit. Donc c'est une culture aussi que nous devons avoir en soi. Avoir chaque fois... Est-ce qu'on ne se dit pas que ça va coûter de l'argent? En ça, général, on dit, il est un avocat, il a l'argent. Il a l'argent, hein, c'est ça en fait justement le truc. Il n'y a que les fortunés qui partent voir un avocat, Il y a un des juriste. structures, il y a des structures qui peuvent accompagner gratuitement. Gratuitement. Des structures qui Oui, peuvent et même accompagner parce- gratuitement. Ça devient Il y a des intéressant. structures gratuites. C'est où? Oui. Et puis même, comme je vous dis, aujourd'hui, vous avez eu, par exemple, une chance de connaître des juristes. C'est un contact qu'on a établi. Voilà, mais nous sommes des juristes, par exemple, dans la famille, que ce soit elle, quoi, on a souvent des amis qui viennent, voilà, qui nous consultent et on peut leur guider. Et comme quand on parle, il y a l'association des femmes juristes qui sont là, absolument. voilà, qui est vraiment une association qui est très percutante aujourd'hui, qui aide vraiment les femmes. Donc, du coup, et même vers les institutions, vous savez, vous avez dit une chose qui est très importante. On a tendance à étiqueter les choses
et à ne pas aller vers. Si tu ne vas pas vers un avocat, tu ne peux pas comprendre comment ça fonctionne. Si tu ne vas pas vers un juriste, tu ne peux pas savoir. Mais si tu te mets dans la tête déjà que c'est cher et tu préfères, et en général, quand on a recours, comme on dit, c'est quand tout est gâté, entre guillemets. Et là, ça te revient encore plus cher. Alors qu'il y a certaines situations qu'on aurait pu t'éviter. Mais voilà. Donc voilà, je pense que par là aussi c'est un message, voilà, pour dire aux gens, voilà, il faut profiter. Et même les codes, quand nous parlons des codes des personnes et de la famille, c'est accessible. Tout citoyen devrait l'avoir. Même pendant le mariage, c'est le cadeau qu'on remet aux mariés. Mais quand on prend, on va ranger. Voilà, on range dans son tiroir. Ouais, mais il y a un minimum. En train de dire la dernière fois ici, même les étiquettes de téléphone qu'on ne lit pas. Oui, c'est ça. Il faut que le téléphone se gâte d'abord. C'est vrai. Parce que la lecture aujourd'hui est devenue ce qui est un vrai handicap pour les gens aujourd'hui. Les gens ne veulent pas lire. C'est ça qui pose un grand problème. Sinon, on a tout. Même aujourd'hui, Internet est tellement développé, mais vous tapez même le code des procédures, code de procédure civile, le code civil, vous l'avez en ligne. Oui, mais après, souvent, on a l'impression que quand tu pars sur Internet, on t'envoie forcément ce qui est de l'Europe, des États-Unis et autres. Tout ce qui touche l'Afrique, il faut fouiller, il faut chercher. C'est pas actualisé, il faut le reconnaître. En fait. C'est pas très actualisé. Souvent, on peut faire des recherches et on n'a pas les vraies informations, surtout en fonction du pays dans lequel nous, on se trouve. Et donc là, ça devient compliqué parce que les lois françaises ou les lois américaines sont différentes de celles du Burkina ou du Sénégal ou du Mali. Donc ça fait que souvent, on est un petit peu perdu. Moi, j'ai eu à faire appel à un avocat, mais c'est comme elle a dit, hein, c'est quand tout est gâté. Ouais, et j'ai morflé, comme on dit. Mais c'est vrai que quand tu vois un avocat, et moi j'ai pris dans les deux sens, hein, j'ai pris et pour ma société et pour moi, ma vie privée. Et on a été victime d'un petit quelque chose là, au niveau du travail. Et ne sachant pas quoi faire, je suis allée voir un groupe d'amis et il y avait une juriste qui était dans le groupe et qui me dit, mais attends, je vais te donner un contact, elle va te guider. Et donc j'ai appelé cette personne-là, c'est une femme, et elle a un cabinet d'avocats, je crois. Et donc quand je suis allée la voir, en fait, ça fait mal, hein, parce que ce qu'elle dit là, c'est vrai. C'est-à-dire que dès le départ, il fallait... Déjà, mais quand tu ouvres une structure, déjà, il faut déjà avoir son avocat, un conseiller. Et quand la personne m'a dit ce qu'il fallait faire dès le départ, j'ai failli pleurer parce que ça fait mal. Parce que là, aujourd'hui... Exactement, là, aujourd'hui, on en paye les frais. On en paye les frais. Mais ça fait mal, je t'assure, ça fait très mal. Et dans le business... et dans notre façon de gérer le cabinet. Mais au moins, c'est une leçon, parce que tu te dis, bon, là, dans tous les cas, celle-là, je la garde, et dorénavant, c'est sûr que je vais faire appel à elle. Mais il faut reconnaître que les informations en Afrique ne sont pas actualisées. Quand tu vas sur Internet, les derniers articles, tu vas voir que ça date de 5 ans. Souvent plus. Exactement. Donc, ce n'est pas évident aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément à la portée de tout un chacun. Et aussi, il ne faut pas oublier que tout le monde ne sait pas lire. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Surtout les femmes. Elles ne savent pas tout lire. Pour rebondir sur ce qu'elle a dit, je pense que ça s'améliore. Ça s'améliore parce qu'il y a de plus en plus de sites, par exemple, pour les textes du Burkina même, en fait. Il y en a. Et c'est assez actualisé. On a les textes du CNT, on a les textes même après le CNT. C'est assez actualisé. Bon, ça s'améliore un peu. Mais est-ce que, par exemple, les textes du Burkina concernant le code de la famille et ainsi de suite, est-ce que ça concerne tous les pays de l'UEMOA ou c'est uniquement que le Burkina? C'est le Burkina. Juste le Burkina. C'est juste le Burkina. Donc, si tu lis ça, que tu arrives au Sénégal, fais gaffe à voilà, c'est ça. Fais gaffe à ce que tu dis. C'est bon à savoir. Et puis, elle avait dit aussi quelque chose qui est très important. Parfois, on vient te demander conseil, mais en cours de route, on s'arrête. Il faut aller jusqu'au bout aussi du combat. Par exemple, j'ai eu un cas il n'y a pas longtemps où quelqu'un, et c'est dans le cadre du travail, son employeur a décidé unilatéralement de modifier le contrat. Et pour tout le monde, en fait. Ils avaient la possibilité d'aller à l'inspection du travail, c'est gratuit, on allait les conseiller, et l'employeur n'aurait pas eu d'autre choix que de s'aligner. Mais ils ont décidé que, bon, vu qu'avoir de l'emploi, c'est compliqué, et on ne veut pas risquer de perdre l'emploi, donc on a fait silence radio, on a décidé de subir. Bon, ça ne sert pas aussi de consulter si donc en fait, ils sont venus après, ils se sont dit, mais ça va être une procédure. Mais ça ne sert à rien dans ce cas. Dans ce cas, ça ne sert à rien de venir. Si c'est pour accepter au final. Mais concernant le travail, les gens ils te disent quoi? Une fois que tu veux te plaindre, pour dire non, je vais poursuivre un employeur parce qu'on ne m'a pas payé ou bien parce qu'il y a eu telle situation, on te dit, si toi tu commences à poursuivre les employeurs plutôt, tu n'auras plus du travail. Parce que les employeurs vont avoir peur de t'embaucher, il faut le laisser comme ça. J'ai essayé de faire ça. En fait, à l'époque, j'étais employée chez un monsieur et j'ai eu un souci. C'est-à-dire que le monsieur, il a sa page Facebook de la société
Et donc, il y a une dame, une ancienne de ses collaboratrices qui a fait un commentaire, qui actuellement vit en Europe, qui a fait un commentaire pour féliciter mon ex-patron. Et ce dernier répond, mais il répond comme si c'est moi qui ai répondu. Il dit « Bonjour, je m'appelle Philly, mon patron m'a bien parlé de vous, je suis admirative de vous. » Donc, moi, à la base, je ne rentre pas trop dans la page Facebook du cabinet. Donc j'ai ouvert et je vois... C'est mon nom qui est là-bas. Donc, tout gentiment, je suis dans le groupe mon ex-patron avait fait un groupe WhatsApp. Et donc, j'ai cru que c'était mes collègues qui avaient fait cette blague-là. Et j'ai dit, mais qui a fait ça? Et lui, surtout, gaillardement, il dit, c'est moi. Donc, je suis allée en inbox. J'ai dit, monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça. Il me dit, non, c'est juste, voilà. Il se donne des explications à dormir debout. J'ai dit, non. Excusez-moi, c'est mon nom que vous avez utilisé. Et cette fille, je ne la connais même pas. C'est pas Michael Jackson. Pourquoi je vais être admirative d'elle? Non, mais au-delà de ça, c'est quand même une usurpation d'identité. Exactement. Et donc, il se fâche. Et il me dit, OK, demain matin, tu viens au bureau avec une lettre d'explication. Donc, moi, je fais des recherches sur Internet pour rédiger une lettre d'explication. Je vais au bureau et mes collègues, je leur explique ce qui s'est passé. Et il y en a une qui a plus duré dans le bureau que moi. Et elle me dit, mais non, il s'est fâché seulement, ça va passer. Et là, le monsieur, il débarque aux environs 9h. Il dit bonjour aux autres. C'était un open space. Tout le monde était là. Il dit bonjour aux autres. Et puis, il me dit, Mademoiselle Diallo, vous avez ma lettre d'explication. Le temps que j'ouvre la bouche pour lui dire, non, mais voilà, est-ce qu'on peut se voir? Il me dit, prends tes affaires et... Ah, mais je n'ai pas cherché de midi à 14h. J'ai pris mes affaires. Le soir, je vais voir des amis. J'explique ma situation. Il y a un avocat qui est posé en même temps là. Et il me dit, OK, vous faites une lettre. Vous allez déposer dans cette lettre-là, vous allez lui demander si c'est une mise à pied ou bien si c'est un licenciement. Il n'a qu'à préciser. Et que de tout faire pour avoir un accusé de réception. Donc, je rédige ma lettre. Je rédige ma lettre et je vais déposer le lendemain. J'ai un accusé de réception, je fais une copie, je garde l'accusé de réception. Et le monsieur, quand lui, il vient, il voit la lettre. Sachant que je ne suis pas citoyenne burkinabé, OK, il ne m'a pas déclaré. Oups. Donc là, il encourt beaucoup de choses. Donc là, le lendemain, un samedi où il n'y a personne, il m'appelle, Mademoiselle Diallo, est-ce que vous pouvez passer au bureau? J'ai dit, très bien, je vais passer, je viens. Il me dit, mais qu'est-ce qui me prend? J'ai dit, mais vous m'avez licencié, mais je suis mise à pied, ou dites-moi, expliquez-moi, c'est tout ce que je veux juste savoir dans Exactement. quelle situation je suis. Il me dit, non, mais c'est des choses qu'on ne fait pas. J'ai dit, mais, monsieur, j'ai posé une question, je veux ma réponse. Il dit, non, hein, dans tous les cas, je ne sais pas. Il me dit, je ne sais pas. J'ai dit, mais attendez, c'est quoi le problème? Il dit, ça fait rire les juristes, tout ça. Il m'a dit, je ne sais pas. Il m'a dit, je ne sais pas. Quand il m'a dit, je ne sais pas, exactement, j'ai dit, OK, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et comme moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème, sûrement qu'il s'est dit, celle-là, elle risque de partir porter plainte ou un truc comme ça. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Si vous ne savez pas, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai mon accusé de réception, tranquille. Il y a des témoins. Quand vous m'avez dit de dégager, il y a des témoins qui étaient là. Donc, je suis partie. Et à l'époque, j'avais une moto là. Donc, le temps de démarrer ma moto, il m'appelle. Il me dit, Mademoiselle Diallo, le lundi, on a un événement à Koudougou là. On commence à 9h, mais il faut être au bureau à 6h. Je n'ai pas répondu. J'ai dit OK. Et le dimanche, je le rappelle, je lui dis, bon, vous voulez que je sois là à Koudougou, n'est-ce pas? Il me dit oui. J'ai dit, je veux une augmentation de salaire. C'est tout. Il me dit, ah bon? J'ai dit oui, je veux une augmentation de salaire. Il dit OK, on en reparle. J'ai dit OK. Donc je suis venue le lundi matin tôt, 6h. On se voit dans son bureau. Il me propose un autre salaire. J'ai dit OK. J'ai dit une assurance maladie. En passant, ça peut aider parce que je ne suis pas chez moi. Oui. Je suis pas chez Ah, mais moi. c'est bien ça. Et là, c'est parti tranquille. C'est bien. C'est parti tranquille. Donc j'ai repris mon travail et puis bon, voilà, jusqu'au jour où j'ai démissionné. Comme quoi, hein, c'est bien de savoir gérer avec. Non, mais souvent aussi, c'est ça, c'est l'ignorance. On ne sait pas, c'est ignorant. L'ignorance. Moi, la chance que j'ai eue, c'est de tomber sur un avocat. Et comme moi, j'ai tendance à être grande gueule, donc quand je vais quelque part, je parle de tout. On ne sait jamais, on peut prendre des idées de par-ci, par-là. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a un monsieur qui était là. Et dès qu'il m'a donné ce conseil, et moi, ce que j'évite de faire, et ce qu'elle disait, c'est je n'écoute personne. Quand il s'agit d'un problème personnel, où je sais, moi, ce que je vis, et ça peut être dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, j'évite d'écouter les conseils autour. Parce qu'ils nous prennent comme des punching balls. C'est-à-dire, on supporte tout. On supporte tout. Comme on dit en Bambara, comme Mouniou à Sabali, on ne va pas passer notre vie à Mouniou et Sabali. C'est ça, en fait. Tu pardonnes, c'est trop facile. Mais c'est ce qu'on dit aux femmes. Bah oui, la femme, c'est celle qui est attraper censée... ton cœur Voilà. comme ça. C'est
c'est dur, hein, c'est dur. Et quand tu arrives à t'affirmer en tant que femme professionnellement parlant, ça aussi, c'est un autre challenge. Moi, quand j'ai commencé avec mon cabinet, là, parce que j'ai des cadres. Et les cadres, souvent, parce que quand on envoie les invitations, ils voient la signature, ils voient un nom. Mais il n'y a pas l'image de la personne. Il n'y a pas de visage Donc, derrière. beaucoup pensent qu'il y a une femme de 40, 45 ans qui est derrière. Et quand on se retrouve dans des pays étrangers, et que je côtoie par exemple, un client, c'est vous, Madame Diallo? Et je me fais appeler Madame Diallo, hein, même si je n'ai pas d'alliance, mais le titre, il faut bien. Donc, important. je dis Madame Diallo. Et ils me disent, c'est vous, Madame Diallo? Et là, ils commencent à tous paniquer. Ah, mais qu'est-ce qu'elle va m'apprendre, cette petite-là? Voilà, ainsi de suite. Il y en a même qui m'ont pris pour une fille, je ne sais pas moi. Il y en a un, c'était un Sénégalais à l'époque, hein, c'était en 2018. Début. Et lui, il a eu un problème à la réception, on était dans un pays à l'extérieur, il parlait anglais, et il devait faire son check-in. Et tu vois, dans les hôtels, ils demandent de donner ta carte bancaire. Au cas où, si tes extras, tu ne les paies pas, ils peuvent se tirer directement dans ton compte. Et donc, on lui demande, le gars, il s'énerve, tout seul. Donc là, le réceptionniste, moi, j'avais laissé la consigne, dès que mes clients arrivent, appelez-moi dans ma chambre. Donc, je descends. Je vois qu'il y a un souci, il ne comprend pas anglais, l'autre, il ne parle pas français, donc j'essaie d'intervenir. Il me dit, vous êtes qui, vous? Je dis, je suis Madame Diallo. Il me dit, Madame, quelle Madame Diallo? Je dis, on s'est eu au téléphone avant que vous montiez dans l'avion. Hein. Et il me dit, non, c'est pas vous. J'ai dit, c'est moi. J'ai dit, vous me laissez gérer le problème, s'il vous plaît. Et pendant tout le séminaire, les gens, ils nous regardaient. Le cours se faisait. Et après, le consultant a eu la bonne idée de demander à tous les participants de donner le nom de quelqu'un qui les inspire. Il y en a un qui a mis Thomas Sankara. Il n'était pas burkinabé, parce qu'il y avait un melting pot de nationalité. Ouais. Il y en a un qui a mis Thomas Sankara, il y en a un autre qui a mis Nelson Mandela. Et le Sénégalais en question, il a mis le nom de mon associé et le mien. Automatiquement, moi, j'étais choquée. Et après, il a fait un témoignage sur le coup. Il a dit non, que c'est très rare. Parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune en plus. Bah oui. C'est rare de voir déjà une femme faire ce genre de choses. Ça, c'est un. Et encore, de surcroît, avoir cet âge-là. J'ai ma fille aux États-Unis, elle étudie et tout ça, mais je me pose des questions. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fait aux États-Unis? Avec tout l'argent que je paye là-bas, elle n'a qu'à revenir au pays, parce que c'est au Burkina, hein, on le fait. C'est pas, on ne va pas chercher ailleurs, c'est au Burkina qu'on le fait. Donc, souvent, c'est comme, il faut lutter, il faut savoir, il faut connaître sa valeur. Il faut s'affirmer, comprendre que... Connaître sa valeur et savoir où tu vas. C'est très important. En parlant de valeur, ça me permet de rebondir sur un autre aspect en fait, des droits, des luttes des femmes. C'est un peu le droit de gestion du patrimoine et d'héritage. Je pense que j'ai lu quelque part que la femme n'avait pas le droit de gérer un patrimoine et encore moins son héritage. C'est son mari qui gérait tout. Elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'aval d'un homme. Ça, si je me trompe, c'est bien cela. Hein? Oui, oui. Et tout ça, ça a été aboli il y a quoi? Il y a une 60aine d'années, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Donc... Ma chère, aboli, là, il faut revoir le terme là. Hein? En fait, il a fallu des codes pour nous donner même le droit d'exercer le commerce, d'exercer le commerce tout simplement, et comment dire, de gérer nos propres patrimoines, de gérer nos propres biens, alors que dans la réalité, en fait, on le fait tout le temps. Oui. Tu gères le patrimoine de la famille tous les jours. Oui. Donc, c'est bizarre. Mais officiellement, en fait, sur les papiers, officiellement... par exemple, si la femme est héritière d'une famille fortunée, c'est son mari qui gère les biens. Officiellement, oui. C'était, enfin, on parle dans le passé, c'était ça, c'était bien cela. Oui, ça. J'imagine Philly il y a 60 ans. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de familles qui ont fait faillite là. Exact. Bah oui, c'est parce que c'est mal géré. Le gars, il est au courant de rien, mais juste parce que c'est un mec, c'est lui qui a le droit de gérer. Alors que la fille, peut-être, elle a reçu l'éducation toute sa vie. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a toujours des femmes qui n'arrivent pas à gérer le patrimoine, hein, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Même si ça a été aboli, excuse-moi, hein, il y a des endroits au Mali aujourd'hui, les femmes ne touchent pas l'héritage. Des veuves, elles ne touchent pas l'héritage. Voilà, c'est ce que j'avais eu à dire en fait. Les lois existent, mais il y a la pratique aussi qui est là, et il y a le poids aussi de cette société. Et vous savez, le problème surtout du droit en Afrique, c'est qu'il y a aussi ce côté mentalité-là qui est très forte et tout. Parce qu'il y a le droit qui est là, mais il y a la mentalité qui continue de penser que l'homme doit rester chef de famille. Le rôle de la femme, c'est d'être soumise. Et souvent, les femmes s'effacent parce qu'elles ne veulent pas rentrer en guerre avec la famille, même si le droit lui permet de gérer aujourd'hui sa fortune. Même bon, on ne peut pas se retrouver à être en froid avec sa famille. Donc, du coup, on préfère céder
Et quand elle cite le cas des veuves, ensuite on se dit, bah, si tu fais la guerre pour avoir les biens, ensuite il y a les enfants qui restent les enfants de la famille, que tu risques de couper de leurs parents, c'est toi le problème derrière tout ça. C'est très compliqué. Bah oui, du coup, est-ce que souvent elles ne se disent pas, bon, je laisse faire en espérant que peut-être quelqu'un aura pitié de moi à cause des Exactement, enfants. surtout ça. Il y a En fait, ça. il y a une Mais oui, fracture entre les lois et l'application. C'est ça. Et apparemment, c'est comme si rien n'était fait en fait pour traduire les lois sur le terrain en fait. Parce que la loi, comment dire, la pesanteur sociale est tellement forte que parfois, en fait, c'est pas qu'elle ne veut pas, elle a les connaissances, mais en fait, les premiers freins, ce seront les autres femmes en fait. C'est ça qui est problématique. C'est les femmes même qui vont te dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est vrai. En fait, comment dire, il y a un village près de Bobo où j'aimais bien aller faire quelques animations, Yirwal. C'était un sympathique petit village de Peul que j'aime bien. Mais il se trouve qu'ils ont des réalités sociales qui sont là, qui empêchent, par exemple, à la femme de décider de sa propre contraception, s'il te plaît. Ben ouais. Mais ça, je pense que ton c'est pas corps, que mais chez tu eux. décides Hein. pas de ta contraception, tu ne décides pas de ta vie. Et accouche jusqu'à ce que tu meurs. Mais moi, j'ai vu un exemple, ça quand même, ça m'a choqué, où j'ai vu des femmes préfèrent avorter que de prendre des contraceptifs. Et l'explication, c'est quoi? Elles n'ont pas le droit de mettre des contraceptifs sans l'avis de leur mari. Mais elles ont le droit d'avorter? Non, mais justement, elles se cachent. Mais vous voyez un peu quand on fait... ça choque la logique, ça n'a aucun sens. Tu vois, tu préfères ne pas prendre de contraceptif parce que risquer ton à chaque mari fois de ne mourir. t'autorise pas, mais tu peux te cacher pour aller avorter. Alors que là, tu Au peux risque de Oui, mourir. au risque même de ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Mais c'est des réalités très existantes et actuelles. Oui, c'est très C'est ça actuel qui est et tout triste. ça. Oui, vas-y. Au Maroc, on dit qu'il y a environ 1074 bébés abandonnés chaque jour, pratiquement. Non, par an. an. Par an. Parce que l'avortement, c'est interdit, les contraceptions, n'en parlons pas. Mais il y a toujours quand même des femmes qui tombent enceintes sans être mariées. Donc, la solution, c'est quoi? Tu abandonnes l'enfant. Au point qu'il y a un monsieur qui, je pense qu'il est suisse, ou oui, il a créé un village carrément pour accueillir les enfants abandonnés. Les enfants abandonnés. Parce que ces enfants même ne peuvent même pas affronter la société parce qu'on les taxe Parce d'être qu'après, des eux, enfants conçus hors mariage. quelle vie ils ont derrière? Parce qu'on te regarde en tant qu'une personne qui est née hors mariage, Oui, l'enfant on du te péché. catégorise comme si tu étais coupable de C'est quelque ça. chose, alors que tu es juste venu au monde. Mais on va faire une petite pause et on va revenir ensuite pour parler un peu de la situation actuelle de la femme au Burkina, mais surtout quand même du rôle des hommes dans cette lutte des femmes. Parce que les hommes, souvent, pensent qu'on les oublie. Il y en a qui ont joué un rôle, bon, positif ou négatif, on verra juste après cette pause publicitaire. 100 jeunes Burkinabés en route pour l'entrepreneuriat. Ils sont dans les industries, dans l'agroalimentaire et dans les services. Qui sera la pépite 2019 ? Qui remportera le prix du meilleur jeune entrepreneur d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Prenez rendez-vous avec votre émission de télé-réalité Pépites d'entreprise sur la première audience télé BF1. Très bientôt à l'antenne et sur la page Facebook Pépites d'entreprise BF1. Suivez les pépites lors de leurs différentes sessions de formation. La finalité de cette émission, c'est de véritablement promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat auprès de la jeunesse. Leur sortie terrain, leur rencontre avec des mentors et leur passage devant les jurés pour des primes éliminatoires. Ma confiance, miser sur mes talents, développer ma propre franchise pour enfin vivre la vie de mes rêves. Et quel est le modèle économique? Comment vous rémunérez? D'ici 2025, avoir une chaîne de supermarché. Pépites d'entreprise, c'est la chance pour 100 jeunes de réaliser leurs rêves. Sous le parrainage de M. Idrissa Nassa, PDG de Coris Group. Des jeunes qui croient en eux-mêmes, des jeunes qui ont des projets et qui n'ont pas peur de se battre pour atteindre des objectifs. Avec le coach d'affaires principal certifié Moussa Zango, la collaboration de l'association Koura et le soutien de Coris Banque International, Onatel Burkina SA, l'AFP PME, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat et Elitis Express. Pépites d'entreprise, le NEC le plus ultra de l'entrepreneuriat jeune au Burkina Faso. Et nous voilà de retour sur le plateau du Loft. Les filles, j'espère que tout se passe bien jusque-là, qu'on est remise un peu du choc et qu'on va continuer à avancer parce que je sais que quelque part, certains qui nous regarderaient diraient que oui, vous êtes chanceuse de parler comme ça, vous êtes chanceuse de pouvoir vous asseoir à la télé, de dire que oui, ça va pas. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parlé de choses qui, en principe, sont des choses acquises de par les luttes du passé. Mais plus on en parle, plus on se rend compte que dans les faits, au Burkina, on est loin de ce qui est écrit sur les papiers. Réellement,
qu'est-ce que les femmes ont le droit de faire au Burkina aujourd'hui, en 2020, sur les papiers et officiels? C'est ça en fait. Réellement, qu'est-ce qu'elles ont le droit de faire, les femmes? D'accord. Pour en revenir aux droits de la femme au Burkina, déjà nous avons parlé du droit de vote. La femme a droit de voter, la femme a le droit de faire du commerce, elle a le droit de participer à la vie active de la société, elle a le droit de travailler, elle a même droit au congé de maternité. Tout ça, ce sont des droits que la femme acquérit par héritage. Certains de nos droits, effectivement, comme Mme Kaboga a eu à le dire, nous l'avons plus obtenu par héritage que plus par combat. Mais maintenant, avant que nous venions sur le plateau, nous avons évoqué quelque chose en parlant des femmes qui se trouvaient en province, en milieu rural, qui est une autre réalité. Parce que quand nous prenons la ville au Burkina, peut-être 20% de la population représente la population vivant en ville et 80%. Et ces femmes-là, c'est à nous aussi de travailler, à les inclure. À les inclure parce que en ville, nous avons encore plus de chances, nous avons certaines ouvertures qui sont plus simples. Et ces femmes-là, il est intéressant aussi d'aller souvent vers elles parce qu'elles ont d'autres réalités, mais elles ont beaucoup de choses aussi à nous apporter. Parce que c'est ensemble que nous allons construire les choses. Mais souvent, ces femmes sont mises à l'écart. Même la plupart des émissions, c'est souvent ciblé que les femmes de la ville. Mais c'est souvent intéressant aussi d'aller chercher une femme qui vit dans un autre milieu, genre dans le milieu rural, pour qu'elle vienne faire un partage d'expérience parce qu'elles ont beaucoup aussi à apporter. Parce que toute société a sa forme de vie. Elles arrivent à s'occuper là-bas, à faire fonctionner les choses. Et voilà. Donc, du coup, c'est des réalités que nous n'en avons pas connaissance, mais que seules ces femmes-là peuvent nous apporter. Il n'y a que elles qui peuvent dire c'est quoi leur réalité. Hein. Voilà, parce que même si moi, on m'envoie aujourd'hui une conférence et tout, il faut reconnaître que ma réalité sera plus axée sur la réalité de la ville et tout, parce que alors que la réalité de la femme en milieu rural est complètement différente, mais c'est elle qui représente la majorité des femmes. On va dire, est-ce qu'en milieu rural, on tient compte de ce qui est écrit par la loi? Parce qu'on reviendra sur justement... les femmes de la ville, les filles qui sont allées longtemps à l'école, elles connaissent leurs droits, on ne peut pas les gérer. Est-ce que la femme en milieu rural intègre même, en tant que femme, qu'elle a des droits? Oui, quand vous parlez de ça, je vous cite par exemple l'exemple le plus simple, quand on prend le Burkina qui est cité par exemple un exemple pour la lutte contre l'excision. Vous voyez, c'est parce que des lois ont été votées qui ont fait de l'excision un crime. Et le Burkina, il faut reconnaître que nous sommes cités en exemple pour les pays qui ont vraiment lutté pour que l'excision. Et en général, l'excision était pratiquée où? Le fort taux, c'était dans les milieux ruraux. Mais aujourd'hui, même eux en ont pris conscience. On peut dire que l'excision, on en parle vraiment très peu. Pratiquement même, c'est devenu, entre guillemets, un oubli. Parce que même eux, ils ont pris conscience et ils dénoncent. Pourquoi? Parce que les gens savent maintenant qu'il y a des lois. Et les lois, elles sont là, elles sont répressives, elles sont punitives. Et je pense que personne ne fait le rêve d'aller en prison. Et rien que ça... on voit des mamies qui sont amenées en prison pour excision. Oui, la loi, c'est la loi. Eh bien oui, si vous êtes un contrevenant de la loi, mais voilà. Mais en Afrique, est-ce que socialement on accepte ça? Qu'une vieille grand-mère que tout le monde respecte dans le village soit amenée, menottes en main, en prison parce qu'elle a excisé des filles? Est-ce que la personne qui a dénoncé n'encourt pas des risques vis-à-vis de la société, pas la loi, hein, mais le regard des autres? Comment ils font? À cela, je vous répondrai déjà que si vous vous rappelez, il y a des numéros en guillemets verts qui ont été là. C'est des dénonciations anonymes. Je ne vais pas aller dénoncer ma voisine. Forcément, je ne vais pas me présenter en disant que je la dénonce. Voilà, je vais donner la situation de sa cour. Voilà, toutes les situations dont ils auront besoin et tout. Voilà, pour me protéger quand même. Voilà, mais je peux faire cette dénonciation parce qu'il y a des numéros qui sont là. Donc voilà, aujourd'hui, c'est tellement vulgarisé, les gens ont pris conscience et surtout cette peur-là. Et maintenant, quand vous parlez d'une mamie et tout, c'est vrai, nous avons ce côté social-là, ce respect des personnes âgées, mais on dit une chose aussi, nul n'est au-dessus de la loi. Il faut en tenir compte. Oui, c'est vrai. Stéphanie, tu disais que est-ce que les femmes qui sont dans le milieu rural elles intègrent même, est-ce qu'elles acceptent même intégrer le fait qu'elles sont censées avoir des droits? Oui. Mais bien sûr, est-ce que les femmes qui ont lutté en 1900, je ne sais quoi là, elles ne partaient pas à l'école? Elles ont juste observé la situation
elles ont vu qu'il fallait qu'on fasse ci, qu'il fallait qu'on fasse ça. Donc, ces femmes qui sont dans le milieu rural, là, ce sont ces femmes-là qui ont donné naissance à ces présidents-là qui sont là aujourd'hui. Absolument. Ce sont ces femmes-là qui ont donné naissance à toutes ces intellectuels qui sont là, ces grands directeurs. Donc, elles ont quand même l'intelligence naturelle, même intrinsèque de l'homme en elles. Donc, elles savent. Entre elles, là-bas, elles disent comment elles ont fait pour créer des coopératives et tout ça. Elles ont déjà cette petite intelligence-là, elles connaissent leurs droits. D'accord. Et puis voilà, je profiterai ajouter, parce que les gens aiment faire une amalgame en fait entre être illettré, mais on a cette intelligence naturelle et tout. Voilà, c'est pas parce que forcément qu'elle n'est pas là, elle n'a pas été scolarisée qu'elle n'est pas intelligente. Voilà, elle parle sa langue. Et elle arrive aussi à gérer sa société. Elle a bien cité, ces femmes des années 20, là, elles n'allaient même pas à l'école et tout, mais elles ont pris conscience de ce qui n'allait pas. Elles n'avaient même pas le droit d'aller à l'école. Voilà, elles n'avaient même pas droit à encore ce qui est dingue à cette époque. Mais ça ne les a pas empêchées. Et même aujourd'hui encore, quand on parle des droits, les femmes vont à l'école. Aujourd'hui, même au milieu rural, on a compris l'importance d'envoyer sa fille à l'école. Et nous avons de plus en plus des femmes. Et comme si on parlait aujourd'hui, même les coopératives, les groupements, dans beaucoup de familles, mais c'est les femmes en vérité. C'est vrai que l'homme, il a son statut de chef de famille que nous connaissons, mais beaucoup de familles vivent grâce aux femmes. Parce que c'est elle vraiment qui fait tourner le foyer. C'est elle qui a un revenu et tout. Mais pourquoi? Parce qu'elle a pris conscience. On va voir sur la page Facebook ce qu'on nous dit. J'ai cru entrevoir des réactions même assez intéressantes, vous allez voir tout de suite. Alors, on a Grâce sur Grâce qui dit « Bonjour, bonjour, vous êtes en train de mener une lutte vaine. Au lieu de lutter contre vos sœurs qui se prostituent dans les quartiers, c'est vos droits que vous voulez appliquer. Les filles se vendent comme des marchandises dans les rues de Ouagadougou. Vous fermez les yeux. Nous sommes en Afrique. » Alors, ça, c'est Grâce sur Grâce qui dit ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, parce que la société va mal, on n'a plus le droit de parler des droits des femmes? Bon, déjà, il faut retenir, comme vous avez dit, quand on pose quelque chose, chacun parle peut-être de sa réalité. Mais il faut reconnaître qu'en Afrique, il y a tellement de choses à faire. Tout est une priorité. Mais ce n'est pas une raison, par exemple aujourd'hui, quand nous parlons du 8 mars qui est en train de venir, j'ai eu à le dire, les femmes ont tellement de combats à mener. Mais il y a certains combats qui sont priorisés, mais ça ne veut pas dire que d'autres combats sont laissés à elles-mêmes. Toute une question d'organisation. On ne se lève pas aujourd'hui pour dire on va aller retirer les filles. Il faut planifier, il faut voir déjà comment. Pour lutter contre un mal, il faut savoir à la base, qu'est-ce qui a mené ces filles-là dans la rue. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'elles sont arrivées à un état d'esprit, elles se disent je n'ai plus le choix que de me prostituer. Mais c'est si on arrive à lutter contre cette base-là. Et vous allez voir qu'en général, tous les combats se rejoignent parce que c'est la base. Et moi, j'ai envie de dire, est-ce que, c'est vrai que là, on nous parle de la prostitution où on ferme les yeux, mais est-ce que militer pour les droits de la femme, c'est pas à quelque part lutter contre cette prostitution? Parce que si on contribue à ce qu'elle soit scolarisée, qu'elles aient le droit d'avoir un travail décent, est-ce que ça ne contribue pas à... Stéphanie, moi d'abord même, je comprends Grâce qui a écrit ça, mais moi je ne suis pas d'accord avec Grâce. Se prostituer, c'est un choix. Merci. C'est un choix. Voilà, c'est important. C'est un choix. Parce que si chacun va aller expliquer les problèmes qu'il traverse par jour, on allait toutes se prostituer. C'est tout. Voilà, parce que chacune a eu ce jour-là où tu ne sais même pas comment demain tu vas faire. Comment tu vas démarrer ton véhicule, comment tu vas démarrer ta moto, comment tu vas laisser de l'argent à la maison. Mais à cause de ton éducation, voilà, tu penses à faire autre chose. Exactement. Il y a des jeunes filles qui vont laver les assiettes dans les restaurants, qui vont faire autre chose. Se prostituer, c'est un choix, c'est vrai. On peut lutter contre ça, on peut sensibiliser, mais il y a des personnes à qui tu vas tout donner qui vont encore aller se prostituer parce que c'est facile. Donc, ça, bien sûr, la lutte pour les droits des femmes, ça permet à ce que, bon, voilà, on ait accès à un travail voilà, facilement. Mais il y a des personnes même qui travaillent aussi dans les bureaux qui se prostituent. Exactement. Franchement, c'est notre problème en fait. C'est que voilà, c'est un autre caractère. Et même entre parenthèses, il y a des hommes qui se prostituent. Peut-être qu'ils ils sont pas sur le trottoir, mais ils se prostituent. Ils sont gigolos. Donc vraiment, Grâce, on comprend ton combat. Mais bon, ça fait partie de notre lutte.
On espère que ça va diminuer, mais ça n'a rien à voir avec l'affaire du 8 mars. Sans oublier que c'est le plus vieux Ça, métier du monde. voilà, ça, c'est une histoire d'éducation et de comportement. Se prostituer, c'est un choix. D'accord, on repart sur Facebook. Alors, on a Hosto, la démarche, voilà. Personnellement, je trouve que la place de la femme doit occuper dans la société est celle qui a été la principale cause de leur lutte, la domination de la femme par l'homme. La femme est conçue pour être protégée par l'homme et de par sa fragilité. Donc, c'est à l'homme de travailler pour survenir aux besoins de la femme. La femme ne doit pas travailler à part faire le ménage. Vous ressemblez trop à ma cousine qui fait aussi la communication. Ah bon, ben un coucou à la cousine alors. Ça, c'est le point de vue de Hosto. On a Gérard Ouedraogo qui dit bonjour à vous, mesdames. Disons que dans nos sociétés africaines, femme ne rime pas avec droit. Et cela s'explique par l'analphabétisme avancé et l'ignorance de ces dernières. Bonne émission à vous. Fabrice Caboret qui dit, c'est vrai que la femme... Stéphanie, non. Le choc est trop... Non, ça fait mal. Je pensais que ça allait passer non, je suis désolée. Non, on va se faire ici parler des droits de la femme et puis il y a des commentaires, il faut qu'ils comprennent. Ou bien je pensais que ça allait passer comme non. Non, mais il faut reconnaître en fait que les réseaux sociaux permettent à n'importe qui souvent de venir raconter tout ce qu'il veut. Parce que moi, je me dis quand même, ayant quand même des pensées logiques, concises et tout, il ne faut pas venir écrire du n'importe quoi parce que on a une connexion Internet qui nous permet Mais alors, donc, mesdames, il dit que ça ne rime pas avec droit à cause de l'analphabétisme avancé et de l'ignorance de ces dernières. Donc... Bon, on ne va pas le répondre. Franchement, ça ne sert pas. C'est mieux que je lise le prochain. Bon, c'est bon, quoi. On y va. C'est bon, ça va? Non, c'est affreux, quoi. Mais il faut le dire, c'est affreux. C'est pas gentil de votre part. Pas du tout. Bon, il faut que tu te calmes, Philippe, parce qu'il y a encore des commentaires. On a Fabrice Caboret qui dit, c'est vrai que la femme a des droits, mais il ne faudra pas trop exagérer. Il y a certaines limites à ces droits. Les organisations et associations féminines devront encadrer les femmes, car à cause de ces droits, il y a eu trop de discorde dans les foyers, le divorce. Les femmes n'aiment pas quand on laisse trop de liberté, car trop de liberté tue la liberté. Commentaire ou je continue? J'avais dit que chaque droit peut conduire à des dérives, c'est certain. Chaque droit, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour toute la société, ça peut conduire à des dérives. Mais c'est trop facile de dire que c'est parce qu'il y a des dérives qu'on ne doit pas accorder les droits à la femme. Est-ce que ça veut dire que c'est des femmes qui revendiquent leurs droits, toutes les femmes divorcées à un moment donné disent moi j'ai des droits, je ne veux pas. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes soumises qui ont été divorcées? Ça n'a rien à voir. Mais bien sûr. Non, en fait, la femme doit savoir aussi faire la part des choses. On garde toujours notre féminité, on garde toujours le fait que l'homme est bien sûr le chef de famille, mais ça n'empêche pas qu'on puisse s'exprimer. Des fois, même, on ne veut même pas qu'on ouvre un peu la bouche même pour dire que c'est ça le problème. En fait, on va pouvoir te brimer sans que tu ne puisses t'exprimer. Sans que tu ne puisses t'exprimer. Mais si tu t'exprimes, c'est pas pareil. Il faut reconnaître cette place-là. C'est ça le problème avec les hommes. Et je crois qu'ils ont peur. En fait, ils ont peur de nous, en fait. Parce qu'en fait, ils n'assument pas. Quelqu'un qui est capable de mettre bébé au dos, qui est enceinte, qui lave habille, en même temps qui a mangé au feu, le soir, qui est capable d'allaiter, en même temps sur son ordinateur, ils ne peuvent pas faire ça. Dès que le gars il fait un seul truc, tu lui parles même, il pardonne, là, je suis en train de travailler. Donc, je pense que ça, c'est scientifiquement prouvé, que les femmes sont multitâches. Et du coup... Nous, on travaille, mais on rentre, on fait le repas. Il vient trouver le repas qui est là, mais il ne peut pas. Alors, Gracia Caboret, très belle émission. Et mon bonjour à toutes les belles dames. Vous êtes toutes belles. Bref, je dirais tout simplement bon courage à nous les femmes. La lutte continue. Ouda Wendrata Kindo qui dit salut à vous. Juste vous dire que les femmes sont à féliciter pour leurs efforts. Et les foyers et autres. C'est bien ça, dans les foyers et autres. Merci à lui, les femmes sont impensables, indispensables, je pense, au développement d'une nation. Elles sont aussi à féliciter sur le plan professionnel. Man MK, les gens aiment dire que l'homme est supérieur à la femme, mais en fait, c'est le contraire qui est vrai. Cela peut se voir à travers ce que l'on pense, même du comportement de la femme. Donc, une femme qui vole, qui triche, qui tue, par exemple, est très mal vue. Pourquoi ?
justement parce qu'elle est d'une grande valeur. C'est pourquoi on comprend difficilement qu'elle fasse de telles choses. C'est comme les prêtres, les pasteurs, les imams. Quand ils commettent une bavure, ils sont mal vus, car ils incarnent la noblesse. Bien à vous. Merci. Je me demande si ça, c'est pas un compliment, style couteau à double tranchant. Alaska Maïga qui dit, la femme doit avoir le droit, tout simplement. Elles sont nos mères. Philly, est-ce que je dois lire? Philly est-elle mariée? Joker. Joker. Yannick Ferreira qui dit, bonjour Stéphanie, tu es belle, j'adore votre émission, elle est tellement intéressante, que Dieu vous accorde longue vie. Merci beaucoup. On a Smao qui dit, une très bonne émission à vous, je vous love. Junior de la BSB, bonjour à vous et bonne journée à vous. Aujourd'hui, nous, on parle pas. On ne peut pas parler dans ça. Personnellement, BSB, d'accord, ok, bonne émission, merci beaucoup. Donc, en gros, c'est vrai que quand on va prendre les droits de la femme de façon générale, il y a plusieurs aspects à plusieurs volets, mais il y a quand même un aspect qui mérite, enfin, c'est vrai qu'on a dit on ne fait pas de commentaires, qui mérite qu'on s'arrête dessus. Je ne comprends pas, moi, personnellement, pourquoi, quand on parle droit de la femme, il y a des gens qui sont... C'est terrible. C'est la fin du monde. C'est ça, je ne comprends pas. Donc, pourquoi on a l'impression que ça fait trembler le monde quand on parle droit de la femme? Les hommes ont peur des femmes. Les hommes ont peur des femmes. C'est l'ignorance. Il y a d'abord l'ignorance. Et ça, depuis l'école, en fait. Oui, en fait, les filles qui étaient les plus dynamiques, qui osaient parler en public. Non, en fait, toi, on te dit clairement, non, on a peur de toi, tu es bizarre. Non, en fait, tu n'es pas normal. Exactement, c'est ça. Ça va te fatiguer dans ta maison. C'est ça. Parler. Et une femme comme ça, c'est pas une femme pour le foyer, et patati et patata. Elle a eu aussi à l'ajouter, l'ignorance fait peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Vous voyez une société qui a été longtemps bâtie par les hommes, où les hommes ont eu tous les droits, où tu es né, où tu as grandi dans une telle société. Du coup, tu te dis, mais quand les femmes vont prendre, comment elles vont gérer? Il y a cette peur de l'inconnu là qui est là, parce que la femme a toujours été reléguée au second plan. Mais quand vous regardez plutôt, mais si vous faites une architecture de la vie, vous verrez plutôt qu'en vérité, c'est la femme qui commande le monde. Non, c'est en réalité qu'on en a conscience. Oui. Ils ne le savent pas, Voilà. mais ils ne le savent pas forcément, mais c'est un fait. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont peur. Ils le savent. Parce que Et bien, les tout part filles, de on la est femme. déjà à la fin de notre émission. On a parlé longtemps, hein. C'est vite passé. C'est vite passé. C'est vite passé. Et du coup, avant de vous dire au revoir, on revient à Rose Sabine parce que on est en plein dans le temps de carême. Effectivement. Qui s'achève avec Pâques. Oui. Et à Pâques, il y a quelque chose de prévu avec Rose. Oui, c'est devenu une institution. Voilà, chaque année à Pâques, je donne un concert de louange et d'adoration. Voilà, du côté du Sénasa, avec mes frères chantres. D'accord. Voilà, et cette année, il y a des chantres qui viennent de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Voilà, et c'est un moment de cohésion sociale et religieuse parce que, voilà, Stéphanie, comme tu le sais, tous les artistes viennent, on danse ensemble, on chante ensemble. Et cette année, vous allez retrouver des artistes qui ne sont pas des chantres qui vont m'accompagner sur certaines de mes chansons. Okay. Voilà, et c'est un moment de commémoration, un moment de joie, un moment de prière, surtout pour notre nation qui traverse des difficultés et tout. Voilà, donc il faut venir, c'est le 12 avril. Voilà, qui est le jour de Pâques. Voilà. Après, à partir de 18h, on a fini de faire le culte ou la messe. On a tourné, on a mangé partout où on peut manger. On vient danser, voilà, pour digérer tout ce qu'on a mangé. Au Sénasa, à partir de 18h. Les prix des tickets sont en train d'être étudiés. Bientôt, on va communiquer, bien sûr, sur BF1. J'espère bien. D'accord. Merci beaucoup à toi, Rosabine. Merci à Zalissa Ouedraogo pour toutes ces informations, pour cet échange franchement enrichissant. Merci beaucoup à Edwige Kabouré également pour la contribution, pour la disponibilité. Merci, Philly, d'avoir été là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'espère que vous aussi.
Ah oui, énormément. Et que ceux qui nous ont regardés que... aussi, et qu'à quelque part, ça va faire prendre conscience aux femmes que oui, on a atteint un niveau, mais ce n'est pas encore fini, la lutte continue. Les hommes, nous ne sommes pas en guerre contre vous, on veut juste rétablir l'équilibre. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas contre les hommes, c'est juste penser à vos filles, penser à vos sœurs, considérer qu'elles méritent mieux et accompagnez-nous dans cette lutte-là. Forcément, c'est le monde qui gagne, c'est l'espèce humaine qui gagnera, tout simplement. Passez une excellente journée. Et on se retrouve demain dans un autre sujet. C'est toujours ici et on compte sur vous. Merci à tous ceux qui nous ont écrit. Rendez-vous demain. Au revoir.